En juin 323 avant Jésus-Christ, l'homme le plus puissant du monde est allongé, fiévreux, incapable de parler. Il a 32 ans et sur son bureau, des plans pour conquérir le reste du monde. Ce que vous savez d'Alexandre le Grand, c'est probablement ça, un général fou de guerre, invincible, mort jeune. Mais ce que l'histoire officielle raconte rarement, c'est ce qu'il était en train de construire vraiment. Pas juste un empire, quelque chose de bien plus grand, quelque chose d'unique dans toute l'histoire de l'humanité. Et quelque chose qui s'est effondré en quelques heures après sa mort. Aujourd'hui, on va plonger dans les derniers plans d'Alexandre, dans sa vision, dans les théories sur sa mort, et dans la question qui hante les historiens depuis 2300 ans, et s'il avait vécu. Pour comprendre ce qu'Alexandre était en train de faire, il faut d'abord réaliser où il en était. En 323 avant Jésus-Christ, à 32 ans, Alexandre contrôle un empire qui s'étend sur plus de 5 millions de kilomètres carrés, de la Grèce à l'Égypte, de la Perse jusqu'aux portes de l'Inde. Aucun homme avant lui, et très peu après, n'a jamais tenu autant de terre sous une seule autorité. Mais voilà ce qu'on oublie souvent. Alexandre ne considérait pas que c'était fini. Il était à Babylone, sa capitale provisoire, en train de planifier la suite. Et la suite était vertigineuse. Après la mort d'Alexandre, ses généraux se réunissent pour décider de l'avenir de l'Empire. Et là, l'un d'eux, Perdiccas, son régent, présente un document. Les historiens appellent ça les hypomnémata, les derniers plans. C'est Diodore de Sicile qui en parle, en se basant sur des sources contemporaines d'Alexandre. Et ce que ce document contient est proprement stupéfiant. Alexandre voulait construire une flotte de 1000 navires de guerre, plus grande que tout ce qui existait, pour longer les côtes d'Afrique du Nord et attaquer Carthage par l'ouest. Il voulait ensuite traverser la Méditerranée, soumettre l'Ibérie et revenir par le nord de l'Afrique. Autrement dit, conquérir tout le bassin méditerranéen. Mais ce n'est pas tout. Il planifiait aussi la construction de 6 temples monumentaux en Grèce, à Dodone, Delphes, Dione, Amphipolis, Cyrène et Ilion, pour unifier religieusement son empire sous un panthéon commun. Et surtout, il voulait construire une route maritime côtière reliant l'Arabie à l'Égypte, pour contrôler le commerce entre l'Orient et l'Occident de façon permanente. Quand les généraux ont entendu tout ça, ils ont pris une décision rare dans l'histoire. Ils ont voté pour abandonner ces plans, unanimement, trop grands, trop coûteux, trop alexandrins. Ce vote est en lui-même une preuve. Ces hommes, qui avaient survécu à 10 ans de conquête avec lui, ont regardé ses projets et ont dit « Personne d'autre que lui ne peut faire ça ». Mais pour vraiment saisir ce qu'Alexandre construisait, il ne faut pas regarder ses plans militaires. Il faut regarder ce qu'il faisait entre les batailles. Alexandre ne se contentait pas de conquérir des territoires, il les fusionnait. Prenez Babylone. Quand il s'en empare en 331 avant Jésus-Christ, il ne la pille pas. Il se fait couronner roi selon les rites babyloniens. Il respecte les temples. Il intègre des nobles perses dans son administration. C'est un comportement totalement inédit pour un conquérant grec. Il fonde également une série de villes, entre 70 et 80 selon les sources, qu'il appelle toutes ou presque Alexandrie. Ces villes ne sont pas des casernes, ce sont des laboratoires de civilisation. On y parle grec, mais on y pratique les cultes locaux, on y mêle architecture grecque et traditions orientales. Alexandrie d'Égypte en est l'exemple le plus connu, mais elle n'est que la plus célèbre d'une constellation entière. Il va encore plus loin. En 324 avant Jésus-Christ, à Suse, il organise un événement extraordinaire, un mariage collectif entre 92 de ses officiers macédoniens et des femmes de la noblesse perse. Lui-même épouse Statéra, fille de Darius III. Ce n'est pas un geste symbolique, c'est une politique délibérée de fusion des élites. Il va jusqu'à intégrer 30 000 jeunes Perses dans son armée, formés aux tactiques macédoniennes. Ses propres vétérans macédoniens sont furieux, ils voient ça comme une trahison. Alexandre, lui, appelle ça l'avenir. Ce qu'il construisait, au fond, ce n'était pas un empire grec dominant des peuples soumis. C'était quelque chose de beaucoup plus ambitieux, une civilisation syncrétique,
où Orient et Occident formeraient un seul monde. 2300 ans avant la mondialisation, Alexandre avait déjà le concept. Et puis, en juin 323 avant Jésus-Christ, tout s'arrête. Alexandre tombe malade après un banquet à Babylone, fièvre violente, paralysie progressive, il perd la parole. 10 jours plus tard, il est mort. Il avait 32 ans. Les causes officielles, probablement une fièvre typhoïde compliquée par une pneumonie, aggravée par ses années de blessures et d'alcool, c'est la thèse médicale dominante. Mais il y a une autre théorie, plus sombre. En 2003, l'historienne Pamela Mendels et plusieurs toxicologues ont avancé l'hypothèse d'un empoisonnement à l'hellébore blanc, une plante dont les effets correspondent précisément à la progression des symptômes décrits par les sources antiques. Fièvre, douleurs abdominales, paralysie ascendante, déclin lent sur 10 jours. Et les suspects ne manquent pas. Ces généraux, d'abord les diadoques, qui savaient que tant qu'Alexandre vivrait, ils ne seraient jamais que des subordonnés. Antipater, son régent en Macédoine, qu'Alexandre avait convoqué à Babylone avec des intentions vraisemblablement punitives. Cassandre, le fils d'Antipater, présent à Babylone dans les dernières semaines. Le fait troublant, après la mort d'Alexandre, son corps aurait mis 6 jours à montrer des signes de décomposition. Certains y voient pour la preuve qu'il n'était pas mort, juste en état de mort apparente, paralysé par le poison. D'autres pensent que Babylone, ville sèche et chaude, ralentissait simplement la décomposition. On ne saura jamais. Ce qu'on sait, c'est que ceux qui avaient le plus à gagner de sa mort l'ont aussitôt obtenu. Et là, quelque chose d'extraordinaire se produit, ou plutôt, quelque chose d'extraordinaire ne se produit pas. Personne ne prend la suite. En moins de 20 ans, l'empire d'Alexandre est découpé en morceaux par ses généraux. Les guerres des diadoques, littéralement les guerres des successeurs, durent 40 ans et ravagent tout ce qu'il avait bâti. Ptolémée prend l'Égypte, Séleucus prend la Perse et la Mésopotamie. Antigone tente de reconstituer l'empire entier et échoue. La vision de fusion Orient-Occident, abandonnée. Les mariages mixtes, dissous. Les 30 000 soldats perses, dispersés. Tout ce qu'Alexandre avait construit reposait sur lui, sur sa légitimité personnelle, sur son charisme, sur sa capacité unique à être accepté à la fois comme roi macédonien, pharaon égyptien et grand roi perse. Personne d'autre dans l'histoire n'a jamais été capable de tenir ensemble ces identités contradictoires. L'effondrement immédiat de son empire n'est pas une preuve de fragilité, c'est au contraire la preuve que ce qu'il faisait était non reproductible. Un phénomène unique dans l'histoire humaine. Alors posons la question que les historiens n'arrêtent pas de poser depuis 2300 ans. Et si Alexandre avait vécu jusqu'à 60 ans, il aurait probablement conquis l'Arabie, ses plans étaient déjà très avancés. La flotte était en construction, Carthage aurait pu tomber, puis l'Ibérie. Mais ce qui est vraiment fascinant, c'est moins la question militaire que la question civilisationnelle. Avec un empire stable, fusionné, administré selon son modèle syncrétique, la lingua franca grecque se serait diffusée bien plus profondément en Orient. Les échanges intellectuels entre Athènes, Babylone, Memphis et peut-être l'Inde auraient pu produire une révolution scientifique bien avant le XVIIe siècle européen. Certains historiens, comme Peter Green ou Paul Cartledge, suggèrent que l'émergence du christianisme lui-même aurait été différente ou retardée dans un monde où la culture grecque dominait un empire unifié de la Méditerranée à l'Indus. Dans ce scénario, Rome reste une puissance régionale italienne, jamais en mesure de dominer un empire alexandrin stabilisé. C'est vertigineux, et c'est la force des destins brisés. Ils nous obligent à réaliser à quel point notre monde est le produit d'accidents. Alexandre le Grand n'était pas seulement un conquérant, il était en train d'inventer quelque chose que l'humanité n'a jamais vraiment su refaire, un monde où des cultures radicalement différentes ne se dominaient pas, mais se fondaient. Est-ce que ça aurait tenu? Est-ce que la nature humaine l'aurait permis? Peut-être pas. Peut-être que son empire se serait fracturé de toute façon, même avec lui. Mais on ne le saura jamais, parce qu'un homme de 32 ans est tombé malade un soir de juin à Babylone, et le monde a pris un autre chemin.